Le président de la transition rencontre les gouverneurs des 19 régions du pays et du district de Bamako. Objectif, recenser les besoins prioritaires des régions afin de trouver des solutions idoines aux difficultés auxquelles les représentants de l'État sont confrontés. Le Conseil économique, social et culturel tient les travaux de sa deuxième session extraordinaire de sa sixième mandature, des travaux en partie consacrés au renouvellement partiel du bureau avec l'élection du premier et deuxième secrétaire. Dans votre journal, Barakissa Ouattara nous dira quelle est l'importance du bilan prénuptial. C'est quoi déjà le bilan prénuptial? Il s'agit d'un ensemble d'examens cliniques auxquels les futurs époux doivent se soumettre afin de dépister, traiter ou de prévenir des affections qui peuvent avoir un impact dans la vie conjugale ou sur les progénitures. Voilà pour le sommaire. Nous sommes lundi 25 juillet. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Rencontre franche et directe du président de la transition avec les gouverneurs des 19 régions du pays et du district de Bamako. Le colonel Assimi Goïta a échangé avec l'exécutif régional afin de recenser les besoins prioritaires des régions, discuter des voies et moyens et pour finalement trouver des solutions aux différentes difficultés. Pour le chef de l'État, il est essentiel de les accompagner et le gouvernement mobilisera tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Cependant, il appelle ses interlocuteurs à plus d'initiatives et d'engagement. Les détails de l'ouverture des travaux ce matin à Koulouba, c'est avec Siaka Konati. Le président de la transition à la rencontre des gouverneurs des 19 régions et des districts de Bamako pour échanger avec eux sur les besoins prioritaires de l'administration et des populations. Concrètement, il s'agit de débattre de la situation administrative de leur circonscription, des difficultés auxquelles elles sont confrontées et y trouver des solutions. Première du genre, l'initiative vise à appuyer les représentants de l'État dans l'accomplissement des missions qui leur sont confiées. Mission d'ailleurs rappelée par le président de la transition dès l'entame de son intervention. Il s'agit entre autres de préserver les intérêts nationaux, de veiller au respect des lois, des règlements et des décisions de l'État. Vous devez également assurer l'information permanente du gouvernement sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de la circonscription administrative. Il reste donc évident que vous êtes responsable de la réalisation des objectifs nationaux de développement assignés aux services déconcentrés de l'État dans les circonscriptions administratives. En cela, vous constituez la pierre angulaire de l'action de l'État, dont l'unité et la permanence vous incombent. Le rappel de ces points n'est nullement fortuit dans la mesure où il concourt très certainement à l'accomplissement des missions régaliennes de l'État, notamment la stabilisation du pays et la lutte contre le terrorisme, l'impunité, ainsi que toute autre forme d'injustice. Administrer le pays, c'est d'abord assurer la sécurité de nos concitoyens dans le but de préserver la cohésion et la paix sociale. C'est là que se révèle la vocation première de tout État. Au regard du contexte actuel et en votre qualité de représentant de l'État, vous devez en permanence apporter votre appui aux forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement quotidien de leur mission. Il consiste à la fois à protéger les populations et leurs biens et à lutter inlassablement contre le terrorisme où qu'il se manifeste sur notre territoire. Soyez à cet égard rassurés, car le gouvernement sera toujours à votre écoute et veillera à la mise à disposition des ressources nécessaires pour mener à bien vos missions. Certes, l'État va accompagner ses représentants dans les régions, mais le chef de l'État appelle à l'esprit d'initiative des gouverneurs pour le développement de leur localité, le renforcement de la sécurité et le retour de l'administration. Malgré la persistance des menaces, le retour et le renforcement de l'autorité de l'État demeurent une priorité du gouvernement. Cependant, nul ne doit oublier, encore moins sous-estimer vos souffrances silencieuses et les risques auxquels vous êtes constamment exposés dans l'exercice de vos fonctions. Qu'à cela ne tienne, vous avez toujours fait prévaloir l'État par-dessus tout. La mère patrie, reconnaissante, se souviendra éternellement de vos sacrifices individuels et collectifs. Dépositaire de l'autorité de l'État
et garant de la préservation des intérêts nationaux dans le ressort de vos circonscriptions respectives, vous êtes la voie par laquelle l'État existe, s'affirme et s'y réalise au quotidien. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est déterminé à poursuivre le processus de refondation de l'État et à faciliter le retour de l'administration avec comme suite logique le rétablissement des services sociaux de base. En témoignent les récentes nominations de préfets et de sous-préfets dans plusieurs circonscriptions administratives où l'État était absent. Pour vous accompagner, le gouvernement sera à votre côté en vue de vous permettre d'être à hauteur des missions dans la mise en œuvre des plans d'action locaux, dans l'amélioration de la coordination entre les niveaux régional et communal, dans le domaine du transfert de compétences et des ressources au niveau déconcentré. Je vous invite, en conséquence, à plus d'initiatives, d'anticipation et d'engagement pour la réussite des missions qui vous sont confiées et dont la réalisation effective constitue un facteur de stabilité pour notre pays. Appel à l'engagement de tous pour la réussite de la transition. Déjà, le président de la transition souligne des avancées dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation et de la feuille de route de la transition. La rencontre d'aujourd'hui intervient dans un contexte marqué par des avancées notables dans la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, notamment la fixation de la durée de la transition, l'adoption et la promulgation de la nouvelle loi électorale qui consacre la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, la publication du chronogramme des réformes politiques et institutionnelles majeures ainsi que celui du référendum et des élections, la création et l'installation de la commission de rédaction de la nouvelle Constitution, la création et l'installation du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Ces avancées s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, dont les axes portent sur le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, la promotion de la bonne gouvernance, la réforme du système éducatif, les réformes politiques et institutionnelles, l'adoption d'un pacte de stabilité sociale et l'organisation d'élections générales. Notre pays traverse depuis 2012 une crise multiforme qui perdure, surtout au plan sécuritaire avec des défis négatifs sur l'activité économique. En dépit de ce contexte difficile, le gouvernement ne ménage aucun effort pour mobiliser les ressources nécessaires à la réussite des missions de la transition. Il ne saurait en être autrement, car nous sommes collectivement condamnés à réussir cette phase transitoire. Cela requiert de nous tous un engagement et une mobilisation sans réserve. La rencontre se déroule en deux phases. D'abord, chaque gouverneur présentera les besoins de sa région. Ensuite, les présidents de la transition et son gouvernement y apporteront des réponses. Oui, tout à fait, Siaka Konaté. Nous allons rester à Koulouba où les gouverneurs ont mis à profit donc toute la journée pour exposer devant le chef de l'État les préoccupations de leurs régions respectives. Et vous l'avez entendu, le chef de l'État l'a précisé, les gouverneurs sont la voie par laquelle l'État s'affirme et se réalise. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, fait le point des échanges. Il est au micro de Ibrahima Traoré. Ce qu'on retient, conformément à l'agenda qui a été validé par le chef de l'État, les 20 gouverneurs ont présenté d'abord très brièvement leur région sur le plan géographique, sur le plan économique et les opportunités des régions, et ont présenté les besoins de leur région. Donc, 3 types de besoins essentiellement. Les besoins concernant l'administration elle-même, logement, je donne un exemple, les logements et les infrastructures pour les représentants de l'État, et les besoins concernant la population en termes de santé, dans le domaine économique, dans le domaine financier, et enfin des besoins non moins importants sur le plan sécuritaire. Voici un peu les 3 catégories de besoins qui ont été présentés par l'ensemble des gouverneurs. Ça, c'était la première phase de la journée. Et la seconde phase de la journée a été dédiée aux réponses
des membres du gouvernement. Tous les ministres présents ont précisé à peu près les réponses concrètes qu'ils comptaient donner aux préoccupations soulevées par les gouverneurs pour l'année 2022, donc le reste de l'année 2022, l'année 2023, l'année 2024 et l'année 2025. C'est la première fois qu'un tel exercice se tient, mais il est également important de rappeler que le chef de l'État a tenu à assister à toutes les présentations. Depuis 9 heures, nous sommes là. Il est pratiquement 19 heures. Il a assisté à toutes les présentations pour se faire sa propre religion sur les préoccupations de nos populations et bien entendu les réponses données par les membres du gouvernement. Je voudrais dire qu'à ce jour, le travail n'est pas terminé. Demain matin, le gouvernement continuera à peaufiner sa réponse afin justement de donner des éléments très concrets aux préoccupations soulevées par les différents gouverneurs. Tout en rappelant également que jusqu'à présent l'objectif final, le président aime à le rappeler, son objectif final demeure le bien-être de nos populations. Voilà les travaux qui se poursuivent donc demain. Dans l'actualité, également l'ouverture ce matin au Conseil économique, social et culturel des travaux de la deuxième session extraordinaire de la 6e mandature consacrée au renouvellement de certains postes au sein de l'institution. Un renouvellement partiel à l'issue duquel Ibrahim Amadou Aïdara et Ousmane Traoré ont été respectivement élus comme premier et deuxième secrétaire. Boubacar Kanouté pour les détails. Cette deuxième session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social et culturel est consacrée au renouvellement partiel du bureau. Les postes du premier et du deuxième secrétaire ainsi que les 5 présidents de commission étaient concernés. À l'issue des votes, Brahima Amadou Aïdara est élu premier secrétaire avec 31 voix, 13 bulletins nuls et 0 abstention. Ousmane Traoré rempile au poste du deuxième secrétaire avec 46 voix et 5 bulletins nuls. Ils sont conscients des défis qui les attendent, disent. C'est d'abord un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Je profite de cette occasion pour remercier tous les membres du Conseil économique et social qui ont porté leur voix sur ma modeste personne, donc en m'élisant premier secrétaire. Donc je mesure en tout cas le poids de la responsabilité et je ferai en sorte pour que, en tout cas, je puisse être à hauteur de mission. Malgré le contexte peu reluisant, l'institution a su maintenir le cap, dira le président de l'institution, avant de réitérer son soutien aux autorités de la transition. Malgré la situation de crise multidimensionnelle que traverse le Mali, avec la pandémie de la Covid-19, ainsi que les sanctions économiques et financières qui avaient été infligées à notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA, les bureaux du Conseil économique, social et culturel est parvenu à atteindre les résultats probants dont il me plaît de saluer du haut de cette tribune. De la date d'investiture de la 6e mandature à nos jours, grâce à l'accompagnement des plus hautes autorités, nous avons pu tenir à date échue toutes les activités statutaires. L'air au rassemblement de toutes les filles et de tous les fils du pays, comme un seul homme, derrière le président de la transition, chef suprême des armées, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Pour ce qui est de l'élection des 5 présidents des commissions, elle se déroulera avant la fin de cette semaine. Avec Jafar Aïdara, faisons le point de la mission de restitution et de vulgarisation de la nouvelle loi électorale par les membres de la commission loi du Conseil national de transition CNT. Ce soir, nous sommes à Bougouni. Correspondance. Cette session de récision de la commission loi du Conseil national de transition, dont son objectif est la vulgarisation de la nouvelle loi électorale, a permis aux forces vives venues de toutes les contrées de la région de Bougouni d'être mieux outillées du contenu et les enjeux de la nouvelle loi électorale votée par les membres du CNT le 17 juin et promulguée par le président de la transition. La volonté des autorités de la transition, issue de sa rectification en mai 2021, d'aller vers la mise en place d'un organe unique de gestion des élections, a eu pour fondement les recommandations fortes de portée nationale. Exprimer tout le plaisir et l'honneur pour la région
de Bougouni d'accueillir cette réunion qui regroupe toutes les forces vives de la région, qui va permettre à toute la population de Bougouni de s'imprégner non seulement du contenu de cette nouvelle loi, mais aussi de poser des questions de compréhension et faire des propositions d'observation et de recommandations. Au cours des échanges, des questions de compréhension, des propositions d'observation et des recommandations ont été soumises aux membres du CNT par les participants à cette session de restitution. Toutes ces phases, toutes ces étapes prouvent à suffisance l'engagement, l'engouement, l'intérêt que les populations du Bani Monotier ont par rapport à cette loi, c'est-à-dire sa compréhension. Nous, quand même, au nom de la chefferie traditionnelle, nous sommes entièrement d'accord et nous soutenons à bras le corps le CNT et le gouvernement de transition. La population valide cette nouvelle loi et demande aux autorités de la transition son application pour une élection crédible acceptée de tous. Les membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali poursuivent aussi leur tournée des institutions. Voyons ce soir leur échange avec le président du Haut Conseil des collectivités qui est interrogé par Batraoui. Nous venons de recevoir la commission qui a souhaité nous rendre une visite de courtoisie et par la même occasion nous expliquer en quoi consiste leur mission, la méthodologie par laquelle ils voulaient mener la mission, qui consisterait éventuellement à faire des écoutes de la société civile, des écoutes des partis politiques. Et de notre part, nous demander à préparer une contribution. Dieu merci, nous avions déjà en bonne partie nos contributions. On les a données en amendement. Donc nous avons déjà en novembre 2020 convoqué un atelier national auquel ont participé la classe politique, la société civile, les collectivités, les partis politiques et beaucoup d'experts nationaux et même internationaux qui nous ont fait des contributions et aujourd'hui qu'on a versé en recommandation. Renforcement des capacités des acteurs des sociétés coopératives sur le droit de l'OHADA. Plusieurs sessions de formation lancées par l'organisation vont dans ce sens. Mamadou Fani pour plus d'explications. La viabilité économique et la responsabilité sociale des coopératives au sein de l'OHADA, c'est l'ambition recherchée par les pays membres de l'espace OHADA. D'où cette triple session de formation sur le règlement des différends et pratiques et la médiation dans l'espace, théorie et pratique des droits de procédures simplifiées, de recouvrement et voies d'exécution et la création, la structuration et la gestion d'une société coopérative au sein de l'OHADA. Cette activité-là date en termes de prévision de 2018. Nous sommes là parce que le ministère s'est engagé à réaliser cette activité. Et nous, l'École nationale supérieure de la magistrature, nous sommes l'institution chargée, d'une manière générale, de s'occuper de l'appropriation de la règle de droit. Comment faire pour que la règle de droit soit sur le terrain? Comment faire pour que la règle de droit soit effective, efficace, efficiente? Comment faire pour que ce soit amélioré et que ça réponde effectivement aux besoins des utilisateurs? Et donc, c'est une institution très simple qui est chargée de la sensibilisation, de la vulgarisation, de la formation, de l'évaluation même de l'application des normes. L'efficacité du règlement des différends d'affaires est au cœur des activités de l'OHADA. Rien ne sert en effet d'avoir des textes performants si l'acteur économique n'a pas la garantie qu'ils seront convenablement appliqués en cas de contentieux. Il importe de relever que certains principes dérogatoires au droit commun fondent le particularisme de l'exécution en droit OHADA. Ça vous dit que le débat scientifique et pratique est riche et fécond et attend votre contribution qualitative. Ces différentes sessions qui vont durer 3 jours seront animées par des experts nationaux et internationaux composés d'universitaires de renom et de praticiens confirmés.
Désormais, dans la cour du tribunal de grande instance de la commune 6, vous trouverez un local abritant 2 bureaux d'accueil et d'assistance juridique et judiciaire et 6 vestibules de droit. Des réalisations qui sont à l'honneur de l'association Demesso. Pour rappel, Demesso vise à faciliter l'accès de la justice aux justiciables. Bemba Sibi pour le compte-rendu de la cérémonie de coupure de ruban. Cette coupure de ruban marque l'ouverture officielle du bureau d'accueil et d'assistance juridique et judiciaire du tribunal de grande instance de la commune 6 et du tribunal administratif et commercial de Mopti. Elle marque aussi l'inauguration de 6 vestibules de droit dans le centre du Mali, précisément à Nampala, Djabali, Dja, Fangasso, Andiagana et Ombori. À travers ces réalisations, les usagers des juridictions spécialisées auront à leur disposition des services d'assistance juridique et judiciaire de proximité. Quant aux communes bénéficiaires des vestibules de droit dans les régions du centre, les doter de telles infrastructures permet, conformément à notre vision, de construire un dialogue au niveau communautaire autour des défis liés à l'accès des populations victimes d'insécurité au droit et à la justice. Faciliter l'accès à la justice, c'est l'idée qui sous-tend ce projet de l'association Demesso. Il s'agit également, à travers ses bureaux et vestibules, de lutter contre l'impunité. Le vestibule de droit participe au renforcement du dialogue sur l'accès à la justice au niveau communautaire pour une meilleure promotion et protection des droits humains à travers l'information et la sensibilisation des populations sur leurs droits et devoirs. Au total, 34 bureaux d'accueil et d'assistance juridique ont été mis en place par l'association Demesso. 1200 parajuristes ont également été formés et mis à la disposition des usagers. À noter que le coût de réalisation des 2 bureaux et 6 vestibules de droit qui viennent d'être inaugurés s'élève à plus de 183 millions de francs CFA. Notre capitale renoue avec ses grandes rencontres internationales, colloque sur l'insécurité et la recherche qui vient de démarrer ce lundi ici même à Bamako. Il s'agit pour les chercheurs maliens et étrangers d'échanger autour de l'insécurité et de proposer des pistes de recherche sur ce phénomène qui sévit dans notre pays. C'est l'association des jeunes docteurs et doctorants du Mali en partenariat avec l'Institut des sciences humaines et l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako qui a organisé l'événement, nous dit Nouhoum Sissoko. Depuis une dizaine d'années, le Mali fait face à une crise à la fois politique, sécuritaire, économique et humanitaire. Cette problématique donne l'occasion aux chercheurs de mener la réflexion sur la question de l'insécurité et ses conséquences sur l'objet et le sujet de recherche. D'où la tenue de ce colloque de 3 jours sur le thème « Insécurité et recherche ». Il est initié par l'AJDM, Association des jeunes docteurs et doctorants du Mali, en partenariat avec l'ISH, Institut des sciences humaines et l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. L'insécurité a sérieusement et négativement impacté la recherche. Certains ont trouvé l'insécurité comme objet de recherche et on s'est dit qu'il fallait se retrouver autour de cette thématique pour débattre sur toutes les questions de la recherche. On s'est dit que la recherche peut apporter une contribution dans la recherche de solutions par rapport à l'insécurité. Les axes thématiques proposés sont insécurité, société, insécurité et éducation, insécurité et santé, insécurité et justice, insécurité et développement local, insécurité, agriculture, élevage et pêche, insécurité, eau, électricité, énergie. Ce colloque donne l'occasion aux chercheurs d'échanger sur les enjeux et la complexité du phénomène de l'insécurité dans notre pays, en lien avec la recherche. Cette rencontre entre acteurs de la recherche en vue de relever les défis cadre avec la politique nationale de recherche, selon le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agira spécifiquement d'exposer des difficultés théoriques et méthodologiques de la recherche, de présenter sur les projets d'articles scientifiques, de partager les expériences scientifiques et les pratiques de terrain, notamment en situation de crise. Ce colloque vise aussi à former les jeunes chercheurs et doctorants en méthodologie de recherche et en rédaction scientifique. Ils bénéficient de l'appui financier de l'IRD et de Search for Common Ground.
Et cette note d'information, la commission de rédaction de la nouvelle constitution procède à la consultation de l'ensemble des forces vives de la nation pour assurer l'inclusivité dans le processus conformément à la volonté du chef de l'État. Après les institutions de la République, la commission rencontre la classe politique demain mardi 26 juillet à 10h au CICB, la société civile le jeudi 28 juillet à 10h au CICB. Les consultations dans les régions et dans le district de Bamako se tiennent le 2 août. Les régions de Kaya, Nyoro et Kita se regroupent à Kaya. Les régions de Ségou, San, Sikasso et Koutiala se regroupent à Ségou. Les régions de Mopti, Bajangara, Tombouctou, Taoudéni et Douanzan se regroupent à Mopti. Les régions de Gao, Menaka et Kidal se regroupent à Gao. Le district de Bamako, les régions de Koulikoro, Djoila, Nara et Bougouni se retrouvent à Bamako. À la suite du baccalauréat, démarrage aujourd'hui lundi 25 juillet des examens de fin de cycle des techniciens de santé. Cette année, ils sont près de 7300 candidats inscrits à ces épreuves. C'est du lycée Ibrahim Ali que Madame le ministre de l'Éducation nationale a lancé les épreuves. Fademba Keita. Calme, sérénité, effort personnel et vigilance sont les consignes données par la ministre de l'Éducation nationale aux candidats et aux surveillants avant l'ouverture très transparente de l'enveloppe contenant la première épreuve du jour. Selon elle, les futurs agents, en l'occurrence les techniciens de santé, s'occupent des patients. Compétence et respect des règles déontologiques de la profession restent des exigences. C'est encore une preuve pour montrer à la nation entière et à la communauté éducative ainsi que tous les intervenants, tous les partenaires, que chaque examen revêt la même importance pour le gouvernement de transition. Ce matin, nous sommes au lycée Ibrahim Ali pour procéder au lancement des examens du brevet de technicien de santé. C'est aussi important parce que c'est un secteur qui touche à la vie et nous sommes là comme à l'accoutumée pour encourager les candidats, les exhorter à travailler pour eux-mêmes parce que quand on dit santé, on dit la vie humaine. Donc là encore, il faut que les surveillants soient vigilants. Il faut que les directeurs de centre, tous ceux qui sont là, fassent leur travail correctement avec la même rigueur que nous avons eu à appliquer au cours des autres examens. Les techniciens de santé soumis aux épreuves sont de niveau Bac+3. Organisés par l'Association de santé publique, ils sont près de 7300 candidats inscrits en quête du diplôme de brevet de technicien. Ils sont répartis entre 9 académies sur les 26 du pays. Aujourd'hui, il y a plus de 7000 candidats qui se présentent à cet examen de la santé. Ce sont les candidats qui payent leurs frais de participation au concours. Et nous faisons la compilation des listes qui nous sont envoyées par l'Association des écoles de santé. Nous vérifions l'authenticité des diplômes et puis nous mettons à leur disposition des listes de candidats devant concourir. Avant la montée des couleurs, les surveillants avaient auparavant procédé à la fouille systématique de chaque candidat à l'entrée du centre. La santé maternelle et infantile, la santé publique, techniciens de laboratoire et de pharmacie restent les spécialités de ces examens de fin de cycle. Bonne chance aux candidats. Lancement de la deuxième phase du programme Entrepreneuriat Jeune à plus de 3 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe destinée à ce programme financé par le Grand-Duché de Luxembourg. Aliou Abdoulaye Touré, les précisions. L'ampleur du chômage des jeunes devient d'année en année préoccupante. C'est pour relever les défis de l'autonomisation des jeunes que ce nouveau programme appelé « Créer des entrepreneurs pour contribuer à l'autonomisation de la jeunesse et à la création d'emplois décents » est ainsi lancé. Le programme met les jeunes innovateurs au cœur de son plan stratégique 2022-2025. Nombreux sont ces jeunes entrepreneurs qui ne cessent de nous émerveiller jour après jour par leur talent. Dans cette perspective, le chapitre Mali de ce grand programme régional a pour objectif de contribuer à l'autonomisation de 10 000 jeunes Maliens et Maliennes sur une période de 3 ans grâce à un solide processus de renforcement des capacités en entrepreneuriat. Cette deuxième phase mettra un accent particulier sur la durabilité des entreprises et le renforcement de la coordination entre les parties prenantes
pour le suivi des entrepreneurs. Compte tenu des résultats satisfaisants de la première phase pilote qui a été exécutée en novembre 2020 à décembre 2021, le Luxembourg, en partenariat avec le PNUD, a jugé nécessaire de soutenir cette deuxième phase. La stratégie générale de la coopération luxembourgeoise, qui porte le nom de « En route pour 2030 », énonce 4 thématiques prioritaires. Premièrement, améliorer l'accès à des services sociaux de base de qualité. Deuxièmement, promouvoir une croissance durable et inclusive. Troisièmement, promouvoir une gouvernance inclusive. Et quatrièmement, et c'est ce qui nous intéresse principalement ici, renforcer l'intégration socio-économique des femmes et des jeunes. Conscient du chômage des jeunes qui constitue un défi majeur pour le gouvernement du Mali, le ministre Doumbia a exprimé toute sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers. Le programme Entrepreneuriat Jeunesse PNUD, en partenariat avec la Fondation Tony et Lumelou, dans sa phase initiale de 2020-2021, a renforcé les capacités entrepreneuriales de 3000 jeunes et financé 2060 jeunes maliens sur l'ensemble du territoire national. La prochaine phase en cours de démarrage aujourd'hui, financée par le Royaume du Luxembourg à hauteur de 2 250 000 €, soit 3 375 millions de francs CFA, a pour objectif de renforcer les capacités entrepreneuriales de 1000 jeunes et financer 500 jeunes à hauteur de 2 500 $, soit environ 1 275 000 francs CFA. Concernant la couverture géographique de cette deuxième phase, 11 régions seront concernées, avec un accent particulier sur les régions du Nord. Atelier de formation sur le projet technologie et innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre. Mariam Koulibaly, plus de détails. Financé par la coopération suisse, le projet basé sur les technologies et innovations agricoles se veut une réponse à la dégradation des ressources naturelles et des changements climatiques. Il intervient au Mali à travers des plateformes d'innovation dans les régions de Sikasso, Mopti et Tombouctou pour une période de 12 ans, soit 3 phases de 4 ans. Ces plateformes ne sauraient réussir leur mission sans une facilitation appropriée des interrelations qui existent entre les différents acteurs des chaînes de valeur agricoles, gage d'un changement de comportement pour une transformation profonde de l'agriculture. Les capacités des acteurs chargés de cette tâche devront ainsi être renforcées afin qu'ils jouent pleinement leur rôle. La formation, qui s'étend sur 5 jours, vise à doter les participants des techniques innovantes concernant les cultures pluviales et irriguées. J'attends vraiment d'être renforcé en capacité qui peuvent permettre la facilitation des plateformes d'innovation. Parce que les technologies, pour que les technologies puissent atteindre les vrais bénéficiaires, il faut passer par des approches pour qu'ils puissent vraiment les comprendre et les accepter. Cet atelier va répondre à un besoin de la mise en connexion, la mise en commun de l'ensemble des partenaires du développement rural autour du partage des technologies que le projet va apporter. Cette formation sera suivie d'une phase de coaching des acteurs sur terrain en vue de la mise en place et la gestion des plateformes d'innovation et le développement d'outils de facilitation. Cérémonie de lancement des ateliers de renforcement des capacités du vivier d'expertise féminin. L'objectif de la rencontre est de constituer un vivier d'expertise féminin en matière de prévention et de gestion des conflits. Fanta Mama Nientaou, reportage. Le projet d'appui à la stabilisation et à la paix, GIZ, s'inscrit en droite ligne de la résolution 1325 des Nations Unies et connexe dont le gouvernement malien a fait une priorité. Cette priorité vise à contribuer au renforcement de la participation des femmes au processus de paix. Elles sont au nombre de 25 viviers issus de divers horizons, ayant une influence dans leur localité. L'initiative entend contribuer à amplifier la voix des femmes pour améliorer la participation inclusive dans la gestion de la vie publique. Conscient des défis de participation
et l'implication des femmes au processus de paix, la coopération allemande a soutenu plusieurs activités initiées par le ministère de la Réconciliation en faveur des femmes des équipes régionales d'appui ERA et de la Marne visant à renforcer l'implication des femmes au processus de paix et réitère une fois de plus son engagement auprès du gouvernement malien. Notre mobilisation d'aujourd'hui est un devoir, car si nous voulons que nos braves femmes soient sur la première ligne du processus de paix, il faudrait bien qu'elles soient munies d'outils indispensables. C'est seulement à ce prix que nous pourrons avoir une participation effective et qualitative des femmes à tous les niveaux du processus. C'est conscient de cet impératif que le département en charge de la réconciliation, en partenariat avec le PASP-GIZ, a initié ce programme de mise en place de viviers d'expertise féminin. À noter que le ministère allemand des Affaires étrangères a mandaté la GIZ à mettre en œuvre le projet d'appui à la stabilisation et à la paix pour appuyer le gouvernement malien dans ses efforts de stabilisation et de paix inclusive. Cela afin de rendre les dividendes de la paix perceptibles. Faisons ensemble le point Covid de ce 25 juillet 2022. Nous avons 0 cas positifs, 1 guéri, 0 décès. 14 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Futurs mariés, ce numéro de Focus Santé vous parle ce soir car nous allons aborder ou mieux mettre l'accent sur l'importance du bilan prénuptial. C'est quoi déjà un bilan prénuptial? Il s'agit d'un ensemble d'examens cliniques auxquels les futurs époux doivent se soumettre. Ces analyses sont faites dans le but de dépister, traiter ou de prévenir des affections qui peuvent avoir un impact dans la vie conjugale ou sur les progénitures. Mais sachez que ces examens ne sont pas une obligation sur le couple et ne sont pas non plus obligatoires au Mali, mais ils sont quand même recommandés par les médecins afin que les conjoints ne se transmettent pas d'éventuelles maladies génétiques ou sexuellement transmissibles. Barakissa Ouattara, Idrissa Traoré. Quand deux personnes décident de s'unir pour la vie, c'est avec l'intention de fonder un foyer et de vivre en harmonie. Pour jouir de ce bonheur, il est indispensable de vérifier et d'anticiper tout ce qui pourrait troubler la quiétude du couple. Pour cela, il est important pour les futurs époux d'effectuer le bilan prénuptial. Ce bilan permet ainsi d'éviter ou de corriger certaines pathologies. Ces examens, ça comprend d'abord l'interrogatoire. Il faut d'abord poser des questions au couple, c'est-à-dire aux deux individus qui veulent se mettre en union. Préciser déjà leur âge. L'âge est un facteur pour certaines maladies. Quelqu'un qui est infecté par le VIH-Sida, on découvre ça, on te met sous traitement. Tu as 99% de chances, voire 100% d'avoir des enfants qui n'auront pas le VIH. Quelqu'un qui a l'hépatite, on l'a traité, et que le traitement est bien conduit. Si tu as des enfants, que l'enfant a reçu la vaccination qu'il faut, l'enfant a 100% de chances de ne pas avoir l'hépatite. Donc c'est très important. Souvent, il y a des couples où l'un des partenaires a une maladie chronique telle que le diabète ou bien l'obésité. Le médecin va lui donner des conseils, des mesures hygiéno-diététiques. Si un des couples fume, un des éléments du couple fume, le médecin va déconseiller. Le tabac, l'alcool, la drogue, ce sont des substances qui ne vont pas, si tu veux avoir une grossesse d'évolution normale avec un enfant en bon état de santé. Il est aussi nécessaire de savoir si l'un des conjoints est sous traitement pour une quelconque maladie. Dans notre contexte, le médicament le plus dangereux, c'est le médicament contre l'épilepsie. Donc ça fait beaucoup de bas en Europe. Donc une femme qui prend ces médicaments, si elle doit faire le bilan prénuptial dans le but de faire des enfants, il faut changer ce médicament parce que ça expose à des malformations chez l'enfant. Plus qu'une routine de santé, ces examens permettront de mieux connaître son partenaire. Il faut chercher aussi, est-ce qu'il y a un lien de consanguinité? C'est-à-dire, est-ce que c'est un mariage entre cousins et cousines? Donc, il peut constituer des facteurs de risque pour certaines maladies héréditaires, telles que la drépanocytose dans notre contexte. Donc, c'est des éléments qu'il faut rechercher. Mais également, il faut rechercher, est-ce que ce couple-là, ils ont déjà des maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension. S'il y en a, il faut les traiter
équilibré avant qu'ils ne se mettent en union ou dans l'objectif de faire des enfants. Est-ce que dans la famille, il y a des femmes qui ont déjà accouché d'enfants mal formés? Donc, ça peut pousser à faire des analyses pour savoir est-ce que cette famille est prédisposée à avoir des enfants mal formés. Tout médecin qui a une formation générale peut faire le bilan prénuptial et les résultats des examens sont laissés à la discrétion du médecin. La confidentialité, elle est toujours gardée, que ce soit pour le bilan prénuptial, que ce soit pour d'autres examens médicaux. La confidentialité est toujours gardée. C'est à vous de dire à qui vous voulez, j'ai telle ou telle maladie, mais le médecin ne va jamais divulguer à un proche de la famille comme quoi vous avez telle affection ou telle affection. Autant les examens prénuptiaux peuvent renforcer les liens des personnes engagées dans le processus du mariage, autant ils peuvent entraîner leur rupture. Alors, il ne tient qu'au couple de faire un choix judicieux en la matière. Demain à 13h, Abdul Karim Kaba, je serai là pour la grande édition. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Un grand merci à tous nos téléspectateurs à travers le monde, particulièrement ceux qui nous suivent sur nos plateformes digitales. Merci et bonsoir.